Alors que j'entrais dans la salle de bain, un éclat sur le tapis attira mon attention. La lumière du soleil se reflétait sur quelque chose, alors je baissai les yeux pour vérifier. Étant pieds nus, je voulais éviter de marcher sur quelque chose de tranchant. Vanessa n'avait pas mentionné avoir fait tomber quoi que ce soit, mais c'était possible. Je l'aperçus bientôt, un petit cercle de papier aluminium était tombé par terre. C'était l'arrière d'une plaquette de pilules, généralement restée attachée, mais parfois détachée et tombée. Un côté était vierge, mais l'autre portait une inscription, mardi. Comme nous étions mercredi, cela indiquait la pilule de mardi. Je savais que ni Vanessa ni moi ne prenions de médicaments. Nous avions tous deux récemment fait des examens médicaux et étions jugés en bonne santé. Alors, pourquoi y avait-il un couvercle de pilules dans notre salle de bain? Au début, il était difficile de le repérer car, sans la lumière, il se fondait presque parfaitement avec le tapis. Finalement, je l'ai trouvé, ce minuscule morceau de papier aluminium était tombé au sol, attrapant la lumière et attirant mon attention lorsque je suis entré dans la salle de bain. Je l'ai ramassé. Il s'avérait être l'arrière d'une plaquette de pilules, ce petit morceau de papier aluminium qui reste généralement attaché lorsque vous poussez une pilule. Parfois, comme dans ce cas, il se détache et finit par terre. Je l'ai inspecté de près. Un côté était vierge, mais l'autre portait une inscription, mardi. Comme aujourd'hui nous étions mercredi, j'en ai déduit qu'il s'agissait de la pilule de mardi, ce qui signifiait que ces pilules devaient être prises quotidiennement. Je ne prenais aucun médicament moi-même, étant en pleine forme à 35 ans, et Vanessa non plus. Nous avions tous les deux passé récemment nos bilans de santé annuels et étions déclarés en bonne santé. Alors, pourquoi y avait-il une plaquette de pilules dans ma salle de bain? Je savais que certaines pilules devaient être prises quotidiennement, la pilule contraceptive étant la première qui me venait à l'esprit. Cependant, Vanessa n'utilisait pas de contraception, du moins c'est ce que je croyais, puisque j'avais subi une vasectomie il y a 2 ans. Elle ne souffrait pas non plus de crampes menstruelles. Alors, pourquoi y avait-il des pilules? Je me suis brièvement demandé si elles cachaient une condition médicale, mais nos bilans récents avaient montré que nous étions en bonne santé. Ce morceau de papier aluminium suggérait qu'il y avait d'autres pilules, alors j'ai verrouillé la porte et commencé à chercher, puisque Vanessa était encore au lit. Je les ai finalement trouvées, cachées au fond d'une boîte de tampons à l'intérieur d'un flacon d'aspirine. Les pilules étaient les mêmes qu'elle prenait avant ma vasectomie, avant que nous ne décidions de ne plus avoir d'enfants. Si Vanessa utilisait de nouveau la pilule, cela pouvait signifier qu'elle avait une relation avec quelqu'un susceptible de la mettre enceinte, ce qui me conduisait à suspecter qu'elle me trompait. Vanessa et moi étions ensemble depuis 9 ans. Nous nous étions rencontrés après l'université, lorsqu'elle était assistante de direction, et après 1 an de relation, nous nous étions mariés alors que j'avais 26 ans. Nous avions 2 enfants, James et Sonia, et je pensais avoir la famille parfaite. Après le retour de Vanessa au travail suite à son congé maternité, nous avions engagé une nourrice pour s'occuper des enfants. Le salaire de Vanessa était presque égal au mien, mais elle aimait son travail et cela ne la dérangeait pas. Je co-dirige une entreprise d'ingénierie, bien que nous ne soyons pas riches, nous vivions confortablement. J'ai nettoyé la salle de bain, remis les pilules à leur place et décidé que je devais réfléchir attentivement. Confronter Vanessa immédiatement n'aurait servi à rien. J'avais besoin d'un plan et de preuves solides. Il fallait que je comprenne mieux la situation avant d'agir. Au travail, je réfléchissais à comment découvrir avec qui Vanessa avait une relation, quand cela avait commencé et depuis combien de temps cela durait. Je me demandais aussi si les enfants étaient vraiment les miens. Je voulais confirmer mes soupçons avant d'agir sur mes sentiments de trahison et de colère. J'ai commencé par commander des kits de tests ADN pour les enfants ainsi que du matériel de surveillance, incluant des enregistreurs vocaux et des mini-caméras. J'ai aussi prévu de cloner le téléphone de Vanessa pour avoir accès à ses messages, emails et appels. J'avais besoin d'un nouveau téléphone pour cette opération. Il m'a fallu quelques jours pour recevoir tout le matériel. Pendant cette période, j'ai surveillé de près le comportement de Vanessa. Tout semblait normal. Notre vie intime était moyenne, environ 1 ou 2 fois par semaine, généralement le week-end, lorsque nous restions tard au lit. Je n'ai pas remarqué d'odeur suspecte sur elle, ni de précipitation à prendre une douche en rentrant à la maison. Tout semblait inchangé. Soit elle ne me trompait pas, soit elle était incroyablement prudente, ou alors la relation extra-conjugale était devenue tellement routinière que cela lui semblait naturel. Le vendredi matin, les colis sont arrivés. Je les ai fait livrer à mon bureau pour éviter toute question. La commande comprenait des kits ADN, des enregistreurs vocaux,
des caméras et un kit de clonage de téléphone. Tout était prêt. Cet après-midi-là, j'ai quitté le bureau plus tôt. En rentrant à la maison, la nourrice donnait le dîner aux enfants et les préparait pour aller se coucher. Je les laissais s'en occuper pendant que j'installais les caméras, une dans la salle de bain, une dans le salon et une dans la chambre, avec une vue claire sur le lit. J'ai entendu les enfants jouer dans le bain et je suis allé les aider à se préparer pour aller dormir. Je me suis occupé de Sonia pendant que la nourrice restait avec James. J'ai passé un coton-tige sur la joue de Sonia et mis l'échantillon dans ma poche, puis je lui ai lu une histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand je suis allé voir James, il était encore éveillé avec la nourrice qui lui lisait une histoire. Je lui ai proposé de prendre le relais pour qu'elle puisse rentrer chez elle, ce qu'elle a accepté avec reconnaissance. Prendre l'échantillon de James a été rapide, et il s'est endormi en 20 minutes. J'ai emballé les échantillons, y compris celui que j'avais pris sur ma propre joue, et je les ai déposés dans la boîte aux lettres. Le facteur les récupérerait le matin. Le service garantissait des résultats disponibles en ligne sous 48 heures ouvrables, ce qui signifiait au plus tard mercredi. Vanessa est rentrée à la maison pile à l'heure, et nous avons suivi notre routine habituelle. Elle m'a raconté sa journée, et je lui ai parlé de la mienne, mais aucun de nous ne prêtait vraiment attention à l'autre. Après le dîner, elle a pris une douche. Pendant qu'elle se douchait, j'en ai profité pour placer les enregistreurs dans sa voiture et son sac, et pour cloner son téléphone portable. J'ai vérifié le téléphone cloné pour d'éventuels messages ou emails suspects, mais je n'ai rien trouvé. Soit elle était incroyablement prudente, soit elle ne me trompait pas. Je n'arrivais pas à me décider. Le week-end s'était déroulé comme à l'accoutumée. Nous avions eu des moments d'intimité les 2 matins avant que les enfants ne se réveillent. Cela était devenu une sorte de routine, presque une corvée. Si nous parvenions à finir avant que l'un des enfants ne se réveille, nous considérions cela comme une réussite. Notre taux de réussite était d'environ 50%, et elle atteignait presque toujours le point final en premier. Aucun appel ni message suspect n'était apparu durant le week-end, et comme nous étions ensemble tout le temps, je n'avais pas pu vérifier si elle prenait les comprimés. Cependant, j'ai remarqué que les jours concernés manquaient sur la plaquette de pilules. Puisque je ne les prenais pas et que seule Vanessa et moi étions à la maison, cela semblait clair qu'elle les prenait. Le lundi, je l'ai informée que je travaillerais depuis la maison. Elle est partie pour le bureau, me donnant l'occasion de récupérer les clés USB des caméras et de revoir les enregistrements. La caméra dans la salle de bain confirmait qu'elle prenait effectivement les pilules, mais la caméra dans la chambre a révélé quelque chose d'inattendu. Le samedi soir, alors que je préparais le dîner, elle avait pris une douche. Sur la vidéo de la chambre, je l'ai vue utiliser un téléphone pour envoyer des messages. Comme il n'y avait pas de message suspect sur le téléphone cloné, elle devait avoir un deuxième téléphone. Il n'était pas dans son sac, alors où pouvait-il être ? J'ai observé ce que Vanessa faisait avec le téléphone après avoir terminé d'envoyer ses messages. Elle est allée vers le système de climatisation, l'a déverrouillé et a caché le téléphone à l'intérieur. J'ai immédiatement vérifié la conduite d'air, mais je n'y ai rien trouvé. Elle devait y cacher le téléphone quand elle était à la maison, mais l'emmenait avec elle lorsqu'elle partait. Je devais accéder à ce téléphone. C'était la première preuve tangible qu'il se passait quelque chose, bien que je ne sache toujours pas exactement quoi. Tout pointait vers une tromperie, mais ce n'était pas encore certain. J'ai revu les images d'elle se préparant ce matin-là et l'ai vue récupérer le téléphone dans la conduite de climatisation et le mettre dans son sac avant de partir. Il fallait que je mette la main sur ce téléphone. Ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée à la maison, je l'ai observée de près. Elle a jeté son sac négligemment dans le couloir et a repris sa routine habituelle du soir. Après le dîner, elle a pris une douche, et j'ai vérifié son sac. Le téléphone n'était pas là. Elle devait l'avoir repris avec elle et l'avoir caché à nouveau dans la conduite de climatisation. Ce qu'elle ne réalisait pas, ou dont elle se fichait, c'était que l'autre côté de la grille menait à la chambre de Sonia. Discrètement, j'ai écouté pour m'assurer qu'elle était sous la douche et je suis allé dans la chambre de Sonia. J'ai ouvert la grille de son côté et trouvé le téléphone à l'intérieur. Je l'ai emporté dans mon bureau et l'ai cloné sur le nouveau téléphone en quelques minutes. Après avoir remis le téléphone dans la grille et presque refermé celle-ci, j'ai entendu Vanessa sortir de la douche. Je me suis assis près du lit de Sonia et lui ai caressé les cheveux juste au moment où Vanessa est entrée. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. J'aime passer du temps avec eux de temps en temps, et je murmurais. Ça me rappelle à quel point j'ai de la chance d'avoir 2 enfants aussi merveilleux.
Elle a souri. Tu es vraiment un tendre, a-t-elle dit. Allez, viens avant que tu ne la réveilles. Le lendemain, c'était la première fois que je pouvais consulter le téléphone cloné. C'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Assis dans mon bureau, des larmes coulaient sur mon visage alors que je regardais les messages sur le téléphone cloné. Je n'ai pas remarqué l'interphone de ma secrétaire. Finalement, elle a abandonné cette méthode et est venue frapper à la porte avant d'entrer. Michel, ma secrétaire, était une femme pragmatique d'une trentaine ou quarantaine d'années, mince, avec des cheveux roux et des yeux verts. Elle s'habillait toujours de manière conservatrice, semblant bien plus âgée que son âge. Nos interactions avaient toujours été strictement professionnelles. J'avais été témoin de ce qui arrivait lorsqu'une personne franchissait les limites avec elle. Une fois, j'avais dû gérer un partenaire commercial qui n'avait pas supporté son rejet. Michel avait clairement indiqué qu'elle partirait et porterait plainte pour harcèlement s'il n'arrêtait pas. Son ultimatum avait conduit à son départ, et j'avais obtenu une plus grande part de l'entreprise. Quand Michel m'a vu bouleversé, elle a brièvement reculé, puis est revenue dans mon bureau. Elle a verrouillé la porte, tiré une chaise et m'a tendu des mouchoirs de son stock inépuisable. Je les ai pris et ai commencé à essuyer mes larmes. « Dis-moi », fut tout ce qu'elle dit. Je lui ai montré le téléphone. Le téléphone contenait des messages entre Vanessa et une personne non nommée. Ces messages révélaient une série de rencontres secrètes et une relation en cours. L'autre personne connaissait des détails intimes sur Vanessa que seul un partenaire de longue date aurait pu connaître, comme un grain de beauté à l'intérieur de sa cuisse et le son distinctif qu'elle faisait durant l'intimité. Je n'étais jamais mentionné dans les textes. C'était comme si je n'existais pas. Il n'y avait aucune référence à ma présence, aucun mot à mon sujet. Michel m'a demandé si je savais qui c'était, mais je ne le savais pas. Elle a ensuite demandé comment j'avais découvert cela, alors j'ai expliqué la découverte du morceau d'aluminium et des pilules. En parlant, j'ai remarqué qu'elle me tenait la main pour la première fois. Michel a mentionné qu'il fallait obtenir plus de détails et a dit que les résultats des tests ADN pour les enfants seraient prêts mercredi. Elle m'a demandé si je pouvais tenir jusqu'à ce moment-là, et je n'en étais pas sûr. Elle a compris et m'a dit que le bureau de Portland avait besoin de moi de toute urgence. Elle m'avait réservé un vol pour le lendemain et organisé mon retour pour jeudi. Quand j'ai dit que je n'arrivais pas à me concentrer sur cela, elle m'a conseillé d'en parler à Vanessa. Je gérais un problème à Portland et serais de retour jeudi. Michel envoya un message à Vanessa, qui répondit rapidement en demandant à être informée de mon arrivée. Michel jeta un coup d'œil à mon téléphone avec un sourire en coin, puis appela quelqu'un nommé Lorraine, organisant une rencontre plus tard. Ensuite, elle me dit d'aller me rafraîchir. Son ton et le fait que j'étais presque conditionné à suivre ses ordres au bureau m'ont fait obéir immédiatement. C'était en fait un soulagement de ne pas avoir à prendre de décision et de tout laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Quand je suis sorti de la salle de bain, elle tenait ma veste. « Où allons-nous » ai-je demandé. « Tu as rendez-vous avec une vieille amie à moi » répondit-elle. Je me suis laissé faire. Il s'est avéré que Lorraine était la meilleure amie de Michel et aussi avocate spécialisée en divorce. Elle avait géré le divorce de Michel lorsque son mari l'avait trompé avec une collègue. Michel expliqua la situation à Lorraine pendant que je regardais, hébété. Tout semblait irréel. Lorraine, visiblement habituée à ce genre de cas, s'est ensuite concentrée sur moi une fois qu'elle avait recueilli assez d'informations. « Gary » dit-elle. Je pensais qu'elle s'adressait à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je ressente une vive douleur à la joue. Michel m'avait giflé, me ramenant à la réalité. L'expression de choc et d'amusement de Lorraine disparut rapidement alors qu'elle me regardait sérieusement. « Gary » demanda-t-elle. Je hochai la tête. « As-tu une idée de ce que tu veux faire à ce sujet ?» Mon esprit d'ingénieur s'activa, et je me concentrai sur la planification. « Les détruire tous les deux » dis-je. Je m'attendais à ce que Michel réagisse avec choc, mais contre toute attente, elle sourit. « D'accord, » dit Lorraine, « je comprends ta frustration, mais malheureusement, ce n'est pas une option. C'est illégal. Cependant, nous avons des alternatives légales. Voyons cela avant de commencer. » Elle poursuivit, « Je vais simplement te présenter tes options. Je ne les approuve pas encore, cela viendra peut-être plus tard. Ta première option est de ne rien faire. D'après ce que je comprends, tu avais une belle vie avant tout cela et elle n'a pas besoin de changer. Tu peux continuer comme si tu n'étais pas au courant. Ta deuxième option est un divorce à l'amiable. Vous pourriez invoquer des différends irréconciliables et diviser vos biens, l'entreprise,
la maison et le plan de retraite. Comme elle gagne moins, tu devras probablement lui verser une pension pendant plusieurs années, ainsi que pour les enfants jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études secondaires. Ta troisième option est de tout faire exploser. Tu peux demander le divorce pour adultère. Si les enfants ne sont pas les tiens, tu pourrais aussi déposer une plainte pour falsification de l'acte de naissance. Tu pourrais également poursuivre l'autre personne pour aliénation d'affection s'il est le père ou, s'il s'agit d'un collègue, pour non-respect de la politique de non-fraternisation de l'entreprise, que la plupart des entreprises ont aujourd'hui. Si l'autre personne est mariée, tu pourrais donner tous les détails de l'affaire à son conjoint. Si ce dernier était au courant, nous pourrions peut-être monter un dossier contre lui aussi. S'il ne l'était pas, je pourrais l'aider dans son propre divorce. Tu pourrais aussi rendre l'affaire publique, informer tout le monde, amis, famille, collègues. Si elle fait partie de groupes ou d'organisations religieuses, leur dire aussi. Tu pourrais frapper aussi fort que possible pour protéger tes biens. Il te faudrait vendre ta part de l'entreprise à un fonds offshore, refinancer la maison pour en extraire le maximum d'équité et encaisser ton plan de retraite pour tout dépenser lors d'une virée à Las Vegas. Mon esprit s'emballait. J'ai immédiatement compris son point de vue, l'option 1 n'était pas envisageable. Je ne comptais pas être le dindon de la farce, surtout après avoir été trompé pendant si longtemps sans le savoir. L'option 2 n'était pas acceptable non plus. J'avais trop investi pour bâtir l'entreprise et notre style de vie. Il n'était pas question de lui donner la moitié de tout ce que j'avais et de continuer à la soutenir pendant qu'elle était avec quelqu'un d'autre. L'option 3, dis-je, faisons tout sauter. Lorraine sourit. D'accord, je vais commencer à préparer les documents nécessaires. Je te recommande de commencer par une surveillance discrète de ta femme. Pour obtenir plus de détails sur la personne que Vanessa voyait, ainsi que les moments et les lieux, il nous fallait davantage de preuves. Je peux garder ce téléphone ? Il m'est plus utile qu'à toi, demanda Lorraine. J'acquiesçai et lui tendit le téléphone. Michel et moi quittâmes le bureau de Lorraine, et elle me conduisit à un petit hôtel familial où elle m'enregistra. Va prendre une douche et commande du room service, m'ordonna-t-elle, prenant visiblement les choses en main. Je repasserai plus tard avec quelques affaires pour toi. Je me contentais de suivre les instructions, même si tout mon monde s'effondrait. Et pourtant, me voilà dans une chambre d'hôtel à commander du room service comme si j'étais en vacances. C'était la seule façon de gérer le stress accablant. 9 ans de ma vie semblaient perdus. Ce qui me faisait le plus mal, c'était d'avoir été complètement ignorant de tout cela. Comment avais-je pu ne rien voir ? Qui voyait-elle ? Était-ce son patron, celui à qui elle retournait après chaque congé de maternité ? Elle m'avait dit qu'elle aimait son travail et la liberté qu'il lui offrait, mais était-ce la vérité, ou simplement une excuse pour ne pas s'éloigner trop longtemps de son amant ? Je regardais le minibar, tentant de noyer mon chagrin, lorsque Michel entra. « N'y pense même pas, dit-elle. Tu dois rester concentré, pas te rendre insensible. Tu dois faire un plan, et tu ne peux pas faire ça en buvant. » Un plan, dis-je, me sentant vaincu. J'avais un plan, et c'était un bon. J'avais une femme aimante et 2 beaux enfants, et regarde où j'en suis maintenant. J'ai une femme infidèle et je ne sais même pas si les enfants sont les miens. Je me sens comme le plus grand idiot du monde. Tout dans ma vie s'effondre, et tu veux que je fasse un plan ? Elle me regarda pendant quelques instants. Je m'attendais à un peu de compassion ou même à un câlin, mais au lieu de cela, elle regarda sa montre. Bon, la séance de lamentation est terminée, dit-elle fermement. Combien de fois as-tu rencontré des obstacles pendant que nous construisions l'entreprise ? Combien de fois les choses ne se sont-elles pas déroulées comme prévu ? Quel rapport avec la situation ? Demandai-je. Combien de fois ? Insista-t-elle. Je ne sais pas, avouai-je. Souvent. Il y a eu 7 fois où l'Office des brevets a perdu notre demande pour le filetage inversé et où nous avons été devancés par Idingle. Il y a eu aussi la fois où la banque a tenté de saisir nos biens plus tôt à cause de pression, et il y a... Ok, m'interrompit-elle. Et pendant ces moments-là, t'es-tu simplement assis et as-tu abandonné ? Ce n'était pas pareil, dis-je. Qu'est-ce qui était différent ? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui rendait ces situations uniques ? J'avais quelque chose pour lequel me battre à l'époque, expliquai-je. J'avais une famille qui comptait sur moi. J'avais. Tu as toujours une famille, dit-elle. Et ils dépendent toujours autant de toi. Mais ce n'est pas juste eux. Il y a 141 employés et leurs familles qui comptent sur toi pour passer à travers ça. Aucun de tes associés ne peut maintenir l'entreprise à flot.
Ce sont tous des ingénieurs, mais tu es le seul à avoir le sens des affaires. Si tu échoues, l'entreprise échoue. Penses-tu qu'elle se soucie des familles qui dépendent de ton entreprise? Si elle obtient la moitié, elle la vendra au plus offrant et tu perdras le contrôle. Idingle finira par posséder tout ce que tu as construit. Est-ce ce que tu veux? Je la regardais, réalisant qu'elle avait raison. J'avais investi trop de temps et d'efforts pour laisser tout filer entre les mains de celui qui offrirait le plus à ma femme infidèle. Il me fallait organiser les choses pour assurer l'avenir de moi-même et de la famille qui me restait. Si les enfants s'avéraient être les miens, je m'assurerais qu'ils soient bien pris en charge. Quant à Vanessa, elle avait fait ses choix et devrait en assumer les conséquences. Je pleurerais la perte de cette relation une fois que tout le reste serait réglé. Le brouillard de confusion se dissipa et, avec une colère et une détermination renouvelées, je m'assis avec Michel pour faire des plans. Mon objectif était de sécuriser l'avenir de l'entreprise et de protéger la seule famille qu'il me restait. Dès que j'ai pris cette décision, tout devint clair. La douleur et l'incertitude disparurent. Michel remarqua le changement en moi et hocha la tête d'approbation. C'est le Gary dont j'ai besoin maintenant, dit-elle, celui qui s'est planifié pour l'avenir. Nous avons passé la soirée à planifier pour assurer l'avenir de l'entreprise. J'avais initialement envisagé de vendre mes parts à mes associés, mais Michel me conseilla de ne pas le faire. Elle pensait qu'il ne saurait pas gérer correctement l'entreprise s'il devenait actionnaire majoritaire. Il me fallait donc garder le contrôle. Nous avons décidé de créer un fonds offshore où je pourrais vendre l'entreprise à sa valeur marchande. Je resterai PDG avec un salaire minimal, et les dossiers du trust seraient hors de portée des tribunaux, gardant les identités des propriétaires cachés. Bien que cela fasse de moi un millionnaire sur le papier, j'avais besoin de liquider tout ce capital. Cela signifiait encaisser mon plan de retraite et extraire l'équité de la maison, qui était uniquement à mon nom puisque Vanessa ne travaillait pas quand nous l'avions achetée. J'ai fait une liste de tâches et envoyé un message à mon avocat pour prendre rendez-vous le lendemain. Après le départ de Michel, j'ai pris une douche et me suis couché. Malgré mes attentes d'une nuit agitée, je me suis endormi rapidement et me suis réveillé avec l'alarme de mon téléphone. J'avais reçu un message de Vanessa, astérisque tu ne m'as pas dit que tu étais arrivé, est-ce que tout va bien? Astérisque. Astérisque désolé, j'ai travaillé tard et je me suis endormi. Les choses se mettent en place, je devrais rentrer jeudi, astérisque. Astérisque bien, à bientôt, je t'aime, astérisque. Je n'ai pas pu me résoudre à répondre. Je n'avais tout simplement pas l'énergie pour écrire ces mots. Michel frappa à ma porte peu après 8 heures. J'avais pris une autre douche et je pensais sortir prendre un petit déjeuner. Petit déjeuner, dit-elle, me faisant signe de la suivre. Nous sommes allés dans un dîner à proximité, nous nous sommes assis dans une banquette et avons savouré des pancakes et du bacon avec du sirop d'érable. Une partie de moi était perplexe face à mon calme apparent. C'était comme si mon monde ne venait pas de s'effondrer et que mon cœur n'était pas brisé. Je me disais que, finalement, l'impact total me frapperait une fois que tout serait réglé. Je n'attendais pas ce moment avec impatience, mais pour l'instant, j'avais des tâches à accomplir. Brian Spencer, dit Michel, nommant mon avocat, a appelé et a dit qu'il pouvait nous voir à 10 heures. Nous devrions d'abord aller à la banque pour retirer ton plan de retraite et libérer l'équité de la maison avant de nous rendre chez lui. Je comprends pourquoi consolider mes fonds a du sens, dis-je, mais est-ce que le tribunal ne m'ordonnera pas simplement de lui payer la moitié s'il y a une trace de tout cet argent? Seulement si tu l'as encore, répondit Michel avec un sourire en coin. C'est là que Las Vegas entre en jeu. Une fois que tu auras retiré toute cette équité, passe une semaine à Vegas et dépense tout. Fais cela avant de déposer la demande de divorce. Quand le tribunal évaluera tes finances, tu sembleras fauché, voire endetté. La banque pourrait même saisir ta maison, et ton salaire suffira à peine à couvrir tes dépenses de base. Et ça, c'est en supposant que les enfants ne soient pas les tiens. Si c'est le cas, tu peux mettre tout ton plan de retraite dans un trust pour leur éducation. Vanessa ne pourra pas y toucher. Elle pourrait finir par gagner plus que toi et devoir te payer une pension alimentaire. Quand auras-tu les résultats ADN? Demanda-t-elle. La société m'a dit que les résultats devraient être disponibles en ligne aujourd'hui, répondis-je en prenant mon téléphone. Je consultai l'email de la société, trouvai le lien et cliquai dessus. La page commença à se charger, mais je posai mon téléphone. Je n'étais pas sûr d'être prêt à voir les résultats tout de suite. Puis-je? Demanda Michel, et je lui tendis le téléphone. Elle le prit et fit défiler l'écran plusieurs fois.
Je scrutais son visage, essayant de deviner sa réaction. Elle leva les yeux du téléphone. Les résultats ne sont pas encore prêts, dit-elle. Le suivi indique qu'il devrait arriver dans les 12 prochaines heures. Je soufflai un soupir que je ne savais pas retenir. Allons-y, dit-elle en se levant. La banque devrait être ouverte maintenant. Libérer l'équité de la maison et encaisser mon plan de retraite fut étonnamment rapide. J'ai fermé tous nos comptes d'épargne, y compris les fonds pour les études des enfants, et transféré l'argent dans un compte que j'avais ouvert uniquement à mon nom. Le seul compte que j'ai laissé intact était le compte conjoint que nous utilisions pour les dépenses courantes, qui contenait moins de 10 000 € de toute façon. Mon avocat, tout en ne déviant pas exactement de nos plans, ajouta cependant un élément significatif, mais d'une manière utile. « Tu oublies un détail », fit-il remarquer alors que nous discutions de notre stratégie. « Tu as un contrat prénuptial. » « C'est vrai ?» répondis-je, surpris. Je n'étais pas au courant de cela. C'était une condition de l'accord de partenariat quand tu as commencé, expliqua-t-il. Tous les associés devaient avoir un contrat prénuptial pour protéger l'entreprise en cas de problème personnel. Cela ne protège que l'entreprise, donc elle ne peut pas réclamer d'actifs de l'entreprise dans le cadre du divorce. Tu es considéré comme un employé, donc elle ne peut réclamer que sur ton salaire et ton plan de retraite. Ce que je recommande, continua-t-il, et j'espère ne pas manquer de respect à ton avocate en divorce, c'est d'investir tous les fonds de la maison et de ton plan de retraite dans l'entreprise. Envisage de racheter l'un de tes associés. Je sais que Robert a laissé entendre qu'il voudrait vendre sa part. Tu n'as pas assez pour le racheter entièrement, mais tu pourrais prendre un prêt sur le fonds de pension de l'entreprise pour couvrir la différence. Les remboursements du prêt proviendront de ton salaire, ce qui réduira ton revenu pour l'évaluation des actifs. Comme tout le reste sera investi dans l'entreprise et donc protégé, elle ne pourra pas y toucher. Ton crédit en pâtira peut-être lorsque la banque saisira ta maison, et tu perdras la moitié de ce qui reste sur ton compte en banque, mais elle n'obtiendra rien d'autre. Nous pourrions également ajuster ton salaire pour qu'il soit inférieur au sien, ce qui pourrait même entraîner qu'elle te verse une pension alimentaire. Comment vais-je vivre ? Demandai-je. Si tout mon salaire va au remboursement, je dois encore couvrir les dépenses de subsistance et la nourriture. Et j'ai 2 enfants à m'occuper. Il m'interrompit, attendons d'avoir plus de clarté sur la situation des enfants avant de prendre des décisions. Si les enfants ne sont pas les tiens, as-tu réfléchi à comment tu vas rester impliqué dans leur vie ? Je ne sais pas, répondis-je. C'est trop douloureux d'y penser pour l'instant. J'ai besoin d'être sûr avant de pouvoir prendre des décisions à ce sujet. Il ajouta, ne néglige pas les autres aspects du plan de ton avocate. Je suis confiant que tu obtiendras un accord avec son entreprise qui couvrira le prêt et te permettra de restaurer ton salaire complet une fois que tout sera résolu. Et si les enfants ne sont pas les tiens, tu pourrais récupérer les frais auprès de leur père biologique, car cela serait réglé après le divorce et n'affecterait pas le règlement du divorce. Peux-tu contacter Robert et voir s'il est intéressé à vendre sa part ? Demandai-je. Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça tout seul pour l'instant. Il acquiesça. Je vais le contacter et te tiendrai au courant. Nous nous serrâmes la main, et en quittant son bureau, je ressentis un certain soulagement. Les choses commençaient à s'organiser, ce qui était rassurant. Mais ensuite, je me rappelai la raison derrière ces plans, et le soulagement fut remplacé par un profond vide dans ma poitrine. Alors que nous déjeunions au dîner, j'hésitais à vérifier de nouveau mon téléphone. Je n'arrivais pas à me résoudre à faire plus que cliquer sur le lien dans l'email et tendre le téléphone à Michel. Je l'observais de près, espérant que sa réaction révélerait si j'étais le père ou non. « Je suis tellement désolé, Gary, dit-elle doucement. » C'était le moment le plus compatissant que je lui avais vu. Elle me tendit le téléphone, et je lus les résultats moi-même. Aucun des 2 enfants n'était biologiquement mien, bien qu'ils aient le même père. Mais ce n'était pas moi. Le choc de perdre les 2 enfants fut éclipsé par la fureur que je ressentais face à cette trahison. Non seulement elle m'avait trompé sur les enfants, mais elle m'avait également convaincu de subir une vasectomie, me laissant incapable d'avoir mes propres enfants biologiques. Gary. La voix tranchante de Michel me ramena à la réalité. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. Reste fort. Nous allons traverser ça, je te le promets. Je pris plusieurs respirations profondes pour calmer ma colère. J'étais tellement enragé que j'avais même envisagé d'engager quelqu'un pour mettre fin à la vie de l'homme qui avait engendré les enfants que je croyais être les miens. Michel reprit rapidement les choses en main et me dit dehors du dîner. Lorraine appela, m'informant qu'elle voulait me voir.
Nous nous sommes dirigés vers son bureau. En arrivant, l'expression de Lorraine était sombre. « J'ai un rapport préliminaire de l'enquêteur privé, dit-elle. Il semble que Vanessa n'ait pas perdu de temps. Un homme a passé la nuit chez toi hier soir, mais nous ne pouvions pas voir à l'intérieur. J'ai installé des caméras chez moi, répondis-je. Je peux aller changer les clés USB et vérifier ce qui s'est passé. D'accord, dit Lorraine. Fais-le maintenant, puis nous pourrons établir un plan. Les informations sur ces disques seront probablement cruciales. La nounou sera là, dis-je. Je ne peux pas rentrer chez moi, je suis censé être en déplacement professionnel. Lorraine consulta son téléphone. La nounou est au centre de jeu avec Sophie et James, dit-elle. Je vais la surveiller et te dire si elle bouge. Ma maison se trouvait à environ 30 minutes de route du bureau de Lorraine, et Michel conduisit rapidement. Nous arrivâmes sans problème, et je changeai les clés USB des caméras. Je jetai un bref coup d'œil autour de la maison, mais ne remarquai rien d'inhabituel. Nous retournâmes ensuite au bureau de Lorraine pour visionner les enregistrements. Je décidai de ne pas visionner les images de la chambre. Je ne voulais pas voir ce qui s'y était passé. Dès qu'il entra dans la maison, je reconnus immédiatement l'homme. Comme je le soupçonnais, c'était son patron, Bill Wright, l'homme pour lequel elle travaillait tout au long de notre relation. Ce qui faillit me briser, c'était la manière dont il entra dans la maison, il avait sa propre clé et s'introduisit lui-même. À son arrivée, James le vit et s'écria « Papa Bill !» avant de courir pour le serrer dans ses bras. Ce fut le coup de grâce pour moi. Je m'effondrai en larmes, incapable de regarder davantage. Lorraine m'observa alors que je m'effondrais, et Michel, pour la première fois, me réconforta en me prenant dans ses bras pendant que je pleurais. Cela prit un certain temps, mais je finis par me ressaisir. « As-tu besoin d'un peu de temps ?» demanda Lorraine, mais je secouai la tête. La douleur s'était un peu atténuée, laissant place à la colère. « Quelle est la prochaine étape ?» demandai-je. « J'ai déjà une copie des conditions d'emploi de ta femme, » répondit Lorraine. « Il y a une clause de non-fraternisation, donc tu as une affaire contre l'entreprise pour ne pas l'avoir appliquée. Comme la personne avec qui ta femme est impliquée est un cadre supérieur, l'entreprise ne peut pas prétendre l'ignorance. » Nous partageâmes ensuite le conseil de mon avocat d'entreprise avec Lorraine, et elle esquissa un large sourire. Elle l'appela et demanda des copies du contrat prénuptial, qu'il envoya rapidement. « C'est parfait, » dit Lorraine en parcourant le contrat. « Oublie tout ce que j'ai dit auparavant, le plan de ton avocat est irréprochable. Si ton associé veut vendre, rachète ses parts. Investis tous tes fonds disponibles dans l'entreprise, cela la protégera. Nous pouvons poursuivre plusieurs actions en justice contre elle et son entreprise, une plainte contre son entreprise pour ne pas avoir appliqué la politique de non-fraternisation, contre lui pour aliénation d'affection, contre elle pour fausse déclaration sur l'acte de naissance, et contre les deux pour les dépenses liées aux enfants. Rien que la franchise des factures médicales de naissance est importante. Tout dépend de si Robert est prêt à vendre, dis-je. Nous devrons attendre sa réponse. Michel me déposa à l'hôtel, et je montai dans ma chambre. Alors que j'étais sur le point de m'asseoir sur le lit, quelqu'un frappa à la porte. J'ouvris et la vis s'attendre dans le couloir. « Allez, viens, dit-elle. Tu ne peux pas rester ici. »« Pourquoi pas ?» demandai-je. « Parce que tu ne devrais pas être seul, » expliqua-t-elle. « Tu vas ruminer ou vider le minibar. Je veux garder un œil sur toi. » Pendant qu'elle parlait, elle avait déjà commencé à ranger mes quelques affaires. Elle me prit par le bras, me fit sortir de la chambre, procéda à mon départ de l'hôtel et me conduisit à sa voiture. « Où allons-nous » demandai-je, bien que cela m'importait peu. « Chez moi » répondit-elle. « J'ai une chambre d'amis que tu peux utiliser. » Je commençai à protester, mais elle me lança un regard qui me fit taire. Je n'étais jamais allé chez Michel auparavant, et j'étais surpris de voir que sa maison était presque aussi grande que la mienne. Alors que ma maison avait 2 étages, la sienne était de plain pied. Elle me montra une chambre avec une salle de bain privée. « Douche et change-toi » m'ordonna-t-elle. « Le dîner sera prêt dans 30 minutes. » Nous avons dîné en silence. La nourriture devait être bonne, mais je n'y prêtais pas attention. Mon esprit était en proie à une tempête de pensées qui ne voulait pas se calmer. J'étais furieux, mais trop épuisé pour le montrer. J'étais brisé, mais incapable de trouver l'énergie pour m'en soucier. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était l'exécution de mes plans. J'étais en pilote automatique, avec un seul cap en tête.
Alors que je réfléchissais à mes prochaines actions, mon téléphone sonna. Je sursautai, espérant que ce ne soit pas Vanessa. Ce ne l'était pas. « Salut Robert », répondis-je d'une voix monotone. « Pourquoi » fut tout ce qu'il dit. Robert et moi étions amis depuis l'université. Nous nous étions formés ensemble, et c'était sur un projet que nous avions travaillé que les bases de notre entreprise avaient été posées. Au départ, j'avais une part plus importante de l'entreprise parce que j'avais pu investir plus de capital que lui. Vanessa me trompe, dis-je d'une voix plate. Elle a été infidèle tout le long. Tout ce temps, demanda-t-il, abasourdi. Tu veux dire que ni l'un ni l'autre des enfants n'est à toi? Je lui expliquai, et il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Donc, tu comptes investir tous tes actifs dans l'entreprise et te fier au contrat prénuptial pour te protéger, demanda-t-il. Soit Brian Spencer, notre avocat, lui avait bien tout expliqué, soit Robert avait une bien meilleure compréhension de l'accord de partenariat que moi. Je veux garder 5%, dit-il. Et rester inscrit en tant qu'ingénieur consultant. Je m'occuperai des détails avec les ressources humaines. Le reste est à toi. D'accord, répondis-je. Je demanderai à Brian de préparer les documents nécessaires. Gary, dit-il après une pause. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais ça finit par s'améliorer. J'ai vécu quelque chose de similaire et ça s'améliore avec le temps. C'est alors que je me suis souvenu du divorce de Robert, il y a environ 4 ans. Je ne savais pas grand-chose à ce sujet puisqu'il était une personne très discrète, mais je savais que ça n'avait pas été facile. C'est pourquoi il était si conscient de l'importance des contrats prénuptiaux, il en avait lui-même utilisé un. Le lendemain matin, Michel m'apporta une tasse de café pour me réveiller. Allez, dit-elle, nous avons encore beaucoup à faire. Notre premier arrêt fut chez Brian Spencer, l'avocat. Il avait déjà préparé tous les documents pour mon rachat des parts de Robert, et nous avons finalisé la transaction en moins de 30 minutes. J'ai remis tout ce que j'avais retiré de la maison, mes économies et mon plan de retraite. J'ai également dû obtenir un prêt du fonds de pension de l'entreprise pour couvrir le reste. Sur le papier, j'étais maintenant endetté d'environ $1 million. Mon salaire avait été réduit de moitié, les remboursements de prêts étant déduits avant impôt. Ensuite, nous sommes allés voir Lorraine. Je lui ai présenté tous les documents relatifs à la transaction commerciale, et elle était ravie. C'est excellent, dit-elle. Je vais déposer les documents aujourd'hui. Nous devrions pouvoir les notifier tout d'ici lundi. Si tu le souhaites, nous pouvons les notifier en même temps, lui, elle, et l'entreprise. Où veux-tu que je la serve? Partout où cela lui causera le plus d'humiliation, répondis-je. Si tu pouvais le faire sur un panneau publicitaire pendant le Super Bowl, je paierais volontiers pour ça. Lorraine rit doucement. Nous allons la servir à son bureau, dit-elle. À 10 heures, lundi matin, si les papiers passent par les tribunaux d'ici là. Si je les dépose aujourd'hui, je devrais les avoir demain après-midi. Je hochai la tête. Et ensuite? Je jetai un coup d'œil à Michel, qui gérait les choses. Ensuite, dit-elle, nous avons encore 2 arrêts avant que tu ne retournes au bureau et fasses comme si tu revenais d'une crise à Portland. Penses-tu pouvoir tenir le coup à la maison jusqu'à lundi? Je suppose que je vais devoir, répondis-je. Ne te contente pas de supposer, dit-elle. Dis-moi ce dont tu as besoin pour rester calme jusqu'à lundi. Je ne sais pas, dis-je. Peut-être une bonne nouvelle. Elle me sourit de manière rassurante. Alors, allons-y. J'ai été surpris lorsque nous sommes arrivés au centre médical où j'avais fait tous mes examens physiques et où j'avais subi la procédure qui m'avait rendu incapable de devenir père. Que faisons-nous ici? Demandai-je. Tu voulais une bonne nouvelle, dit-elle. Allez, viens. Je l'ai suivie à l'intérieur de la clinique et avons attendu tandis qu'elle s'approchait du comptoir de la réception. La réceptionniste acquiesça et nous invita à nous asseoir. Moins de 2 minutes plus tard, mon médecin sortit et nous invita à entrer dans son bureau. Je regardai Michel, qui était resté à l'endroit où elle était. « S'il te plaît, viens avec moi, demandai-je, et elle acquiesça, me suivant à l'intérieur. Le docteur Harrington ne fit aucune remarque sur la présence de Michel pendant ma consultation. Il la connaissait bien, étant le médecin à la fois de Vanessa et de moi, et savait qu'elle n'était pas ma femme. La raison pour laquelle je l'avais amenée avec moi ne le concernait pas. « Gary, commença-t-il, je comprends que tu souhaites discuter de la possibilité de faire renverser ta vasectomie. » Mes yeux s'écarquillèrent de surprise.
Cela était-il vraiment possible? Je regardais Michel, qui affichait un léger sourire. Oui, est-ce possible? Demandai-je. Absolument, répondit le docteur Harrington. Étant donné que ta vasectomie a été réalisée il y a moins de 3 ans, il y a environ 95% de chances de succès pour la réversion. L'intervention est plus longue que la chirurgie initiale et nécessite une anesthésie générale, mais je suis confiant que tu seras capable d'avoir des enfants après l'opération. Des larmes me montèrent aux yeux une fois de plus. J'avais encore une chance de devenir père, même si cela impliquait de subir une intervention chirurgicale. C'était un faible prix à payer pour la possibilité d'avoir mes propres enfants. Je ne savais pas encore avec qui j'aurais ces enfants, mais au moins, c'était envisageable. Je comprends que c'est beaucoup à digérer, dit le docteur Harrington. Voici quelques informations sur l'intervention et ses coûts. Malheureusement, cela ne sera pas couvert par ton assurance. Si tu décides de procéder, fais-le-moi savoir, et nous pourrons organiser une évaluation préliminaire. Merci, docteur, dit Michel en prenant les documents qu'il nous tendait. Nous vous recontacterons. Je me levai, laissant Michel me guider hors de la clinique et jusqu'à sa voiture. Est-ce une bonne nouvelle? Demanda-t-elle avec un doux sourire. Sur une impulsion, je la serrai fort dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Merci, dis-je, avant de réaliser ce que je venais de faire et de reculer rapidement. Je suis désolé, balbutiai-je. Gary, dit-elle doucement, c'est d'accord. Nous montâmes dans sa voiture. Un dernier arrêt, puis retour au bureau, dit-elle. Je m'étais déjà rendu plusieurs fois chez Bill Wright, pendant que Vanessa travaillait pour lui. Lui et sa femme, Stéphanie, vivaient dans un quartier aisé juste à l'extérieur de la ville, dans une communauté fermée. Ils avaient organisé des événements d'entreprise là-bas. Pourquoi allons-nous là? Demandai-je. Michel sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Je la suivis. Elle n'eut pas besoin de frapper, Stéphanie avait déjà été informée par le garde de sécurité, qui nous avait laissé entrer dans la communauté, et elle nous attendait à la porte. Gary, dit Stéphanie en nous accueillant. Tu dois être Michel, sa secrétaire. C'est toi qui as appelé? Oui, c'était moi, répondit Michel. Entrez, je vous en prie, invita Stéphanie, nous menant dans une pièce qui ressemblait à un bureau, juste à côté du vestibule. Je n'étais jamais allé dans cette pièce auparavant. D'après les photos sur le bureau et les murs, c'était clairement le bureau de Bill, mais Stéphanie s'installa derrière le bureau et nous fit signe de nous asseoir en face d'elle, comme si c'était une discussion formelle. « Comment puis-je vous aider ?» demanda Stéphanie en me regardant fixement. Je restais là, incapable de parler, la fixant simplement. « Étiez-vous au courant ?» demandai-je finalement. Stéphanie soupira profondément. « Non. Je soupçonnais quelque chose, mais je n'avais aucune preuve concrète. Si j'en avais eu, je l'aurais traîné en justice pour chaque centime qu'il possède. » Bienvenue au club, murmura Michel. Tu as des preuves? Demanda Stéphanie. J'acquiesçai. J'ai la preuve que les enfants ne sont pas les miens, qu'ils ont un autre père. J'ai aussi des vidéos de lui et Vanessa chez moi, et de mon fils l'appelant « papa ». Je n'ai pas pu terminer ma phrase, ma gorge se nouant alors que l'émotion me submergeait de nouveau. Oh, Gary, je suis désolé, dit Stéphanie, sincèrement. J'avais des soupçons sur Bill et Vanessa depuis des années, mais il a toujours été si prudent. Je l'ai fait suivre, j'ai vérifié son téléphone et ses emails, et je l'ai même confronté. Mais il a réussi à me convaincre que je devenais paranoïaque. L'enquêteur privé que j'avais engagé n'a rien trouvé non plus. Je te promets que si j'avais eu des preuves solides, je serais venu te voir immédiatement. Mais je ne pouvais pas détruire ce qui semblait être un mariage heureux basé uniquement sur des soupçons. Il me fallait des preuves concrètes, et je n'ai jamais réussi à en obtenir. Que comptes-tu faire? Demanda-t-elle. J'hésitais, incertain de dévoiler mes plans à la femme de mon adversaire. Je craignais qu'elle ne révèle tout à Bill dès son retour à la maison, bien qu'il soit probablement déjà trop tard pour qu'il puisse faire un mouvement significatif. Je voulais que la révélation le frappe aussi durement que cela m'avait frappé. La vraie question est, que vas-tu faire, maintenant que tu as la preuve? Demandai-je. Elle esquissa un léger sourire. Je comprends, dit-elle, et je ne te blâme pas d'être prudent. Je ne partagerai pas non plus mes plans à ta place. Si tu pouvais me recommander un bon avocat spécialisé en divorce, je te serais reconnaissante.
Michel lui tendit une carte qu'elle sortit de son sac. Merci, dit Stéphanie. Une semaine suffira-t-elle pour toi? J'acquiesçai. Parfait, répondit Stéphanie. Je vais contacter. Elle brandit la carte et poursuivit, et coordonnait avec elle. Stéphanie se leva alors, signalant que notre rencontre était terminée. Michel et moi nous levâmes aussi. Stéphanie s'approcha et me donna une brève accolade, déposant un baiser sur ma joue. Encore une fois, je suis vraiment désolée, dit-elle. Elle se tourna vers Michel, prends soin de lui, il mérite mieux que ce que cette femme lui a fait. De retour au bureau, je passai le reste de la journée à rattraper les tâches que j'avais négligées pendant mon absence à Portland. À la fin de la journée, je rentrai chez moi. Comme d'habitude, Michel frappa à ma porte, jeta un coup d'œil et m'informa qu'elle quittait le bureau pour la soirée. Elle avait retrouvé son attitude professionnelle habituelle, et ce changement me provoqua un pincement au cœur. J'avais pensé que nous nous rapprochions, mais peut-être que c'était simplement mon imagination. Je lui souhaitai bonne nuit et la remerciai pour toute son aide. Je restai tard au bureau, essayant de rattraper le travail accumulé. Vers 20 heures, je reçus un message de Vanessa, « À quelle heure rentreras-tu à la maison ?» Probablement dans 1 heure ou 2, je dois rattraper certaines choses après mon voyage, répondis-je. Je serai probablement endormi d'ici là, car je dois commencer tôt demain. Je t'aime 20. Je ne pouvais pas me résoudre à répondre à ce message. Je continuai de travailler jusqu'à près de 23 heures, espérant que Vanessa serait endormie à mon retour. Moins je la voyais, mieux je me portais. Quand je rentrai à la maison, tout était sombre et semblait normal. Je vérifiai Sonia et James, ils dormaient tous les deux, aussi charmants que jamais. Une vague d'émotion m'envahit, et je dus me réfugier dans la salle de bain pour pleurer. Je ne voulais pas que Vanessa me voie bouleversé à cause d'enfants qui n'étaient même pas les miens. Je n'avais toujours pas pris de décision quant à ce que je ferais les concernant. Il semblait peu probable que l'un ou l'autre se souvienne de moi si je choisissais de partir. Bien que je n'aie aucune obligation envers eux, je les aimais profondément. Comment pouvais-je les abandonner alors qu'il y a 48 heures à peine, ils étaient mes enfants, mon propre sang, et ma plus grande fierté. Maintenant, il n'était qu'un autre rappel de la trahison de ma femme. Je décidai d'attendre de voir comment les choses allaient se dérouler. Peut-être que la décision serait prise pour moi. Je me couchai, essayant de ne pas réveiller Vanessa. M'endormir prit une éternité, et quand mon réveil sonna le lendemain matin, Vanessa était déjà partie. La nourrice était dans la cuisine, donnant à manger aux enfants lorsque j'y entrai. Je la regardai, me demandant si elle savait ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune chance qu'elle ne soit pas au courant. M'observait-elle maintenant, riant du « fou » qui n'avait même pas su garder sa femme heureuse. Savait-elle que les enfants n'étaient même pas les miens? Les emmenait-elle dire bonne nuit à « Papa Bill », comme elle le faisait avec moi autrefois? Mes pensées s'emballèrent, imaginant Vanessa et Bill dans des situations compromettantes, tandis que mes enfants pleuraient. Dans la pièce voisine, je secouai la tête de frustration. Elle savait, pensais-je, et lundi, j'allais prendre un immense plaisir à la licencier. J'allais m'assurer qu'elle ne travaille plus jamais comme nourrice. J'allais informer l'agence, mais soudain, je me demandais ce que j'étais en train de faire. Je dirigeais ma colère contre quelqu'un qui avait peu de contrôle sur la situation. Elle était condamnée, quoi qu'elle fasse. Si elle m'avait tout dit, elle aurait perdu son travail. Elle aurait pu partir, me dis-je, mais elle semblait vraiment tenir aux enfants, qu'elle avait gardés depuis avant la naissance de Sonia. Je me rendis compte que j'étais en train de m'en prendre à la mauvaise personne. En colère et déboussolé, je partis travailler. Quand j'arrivai au bureau, Michel était déjà là, comme si les événements des derniers jours n'avaient jamais eu lieu. Elle était totalement professionnelle, bien que j'ai remarqué sur mon emploi du temps qu'elle avait réservé la journée pour quelque chose intitulé « marketing ». Je m'installai dans mon bureau et elle m'apporta mon café du matin, comme elle le faisait chaque jour depuis 9 ans. Cette fois, elle avait également pris un café pour elle, ce qui était inhabituel. « Marketing ?» demandai-je. « Depuis quand je fais du marketing ?» Elle sourit, un sourire un peu malicieux qui, étrangement, me réconforta. « Nous devons planifier, dit-elle, la dernière partie de la stratégie de Lorraine. » Je la regardai, confus. « Quoi ?» demandai-je. « Informer tout le monde, répondit Michel. Ses amis, sa famille, ses groupes religieux, ses associations de bénévolat, tout le monde avec qui elle interagit doit savoir ce qu'elle a fait et ce à quoi elle se livre.
Ça ne va pas me faire bien paraître, dis-je. Je vais passer pour un idiot, un perdant incapable de satisfaire sa femme, élevant les enfants d'un autre. Tu dois rendre ta version de l'histoire publique, dit-elle. Si tu ne le fais pas, Vanessa le fera, et ça te fera paraître encore pire. Imagine être dépeint comme un mari abusif ou un père maltraitant ses enfants. Les gens pourraient croire ces accusations, et quand nous irons à fond contre elle, elle se défendra avec tout ce qu'elle anticipe, et les gens seront moins enclins à croire ses contre-attaques. Certains les croiront encore, mais tu ne pourras rien y faire. Michel avait préparé un dossier contenant toutes les preuves de l'infidélité de Vanessa. Cela comprenait le rapport de l'enquêteur privé, des copies des tests ADN confirmant que je n'étais pas le père biologique de mes 2 enfants, ainsi que des vidéos de ma maison, dont une montrant James accueillant Bill et des images de la chambre, que je n'avais ni vu ni voulu voir. Plus tard dans la matinée, Lorraine m'envoya un email. Elle avait reçu un échantillon ADN de Stéphanie qu'elle avait comparé aux résultats de mes tests. Cela confirmait que Bill était bien le père des 2 enfants. Je marquai une pause à cette pensée. Les enfants. Soudain, ils ne me semblaient plus vraiment les miens. Nous ajoutâmes cette nouvelle information au dossier et préparâmes tout pour sa diffusion. Les documents étaient prêts à être envoyés aux parents de Vanessa, à mes parents ainsi qu'à son frère et à sa sœur, avec qui j'étais plutôt proche. Des copies numériques seraient également envoyées à ses contacts Facebook et LinkedIn, ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles je pouvais penser. Pour notre famille immédiate, j'avais arrangé la livraison des colis par une société de messagerie pour 10 heures le lundi matin, exactement à la même heure que tout serait révélé. Il ne me restait plus qu'à passer le week-end. J'avais aussi un plan pour ça. En tant qu'ingénieur, il ne m'a fallu qu'1 heure pour concevoir et assembler un petit dispositif. Il comprenait un moteur, un minuteur et une batterie. Je pouvais le programmer pour que le moteur s'active, provoquant une forte vibration à un moment précis. Le vendredi soir, après le départ de la nourrice, j'ai discrètement placé l'appareil sous l'oreiller de Sophie. Il était réglé pour s'activer à 6 heures du matin, à peu près à l'heure où nous nous réveillons habituellement. Cela réveillerait Sophie et garantirait que notre routine habituelle du matin du week-end serait annulée. Le plan a parfaitement fonctionné. Sophie nous a réveillés en entrant dans notre chambre, empêchant tout rapprochement ce matin-là, comme je l'avais espéré. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le samedi, je suis resté occupé à accomplir les tâches que Vanessa me poussait à faire depuis des mois. Quand elle a remarqué ma productivité, je lui ai simplement dit qu'il était temps de s'y mettre. Ce soir-là, lorsque Vanessa a tenté d'initier une intimité, j'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, sa fille fut de nouveau réveillée en sursaut par le dispositif. Le dimanche, nous avons emmené les enfants au zoo. En regardant Vanessa et les enfants pour lesquels j'avais tant d'affection, j'ai failli m'effondrer, mais j'ai réussi à me contenir. Le lundi matin, j'ai dit à Vanessa que je travaillerais de chez moi pour pouvoir parler avec la nourrice après son départ pour le travail. Une fois Vanessa partie, j'ai demandé à la nourrice de garder les enfants à la maison au lieu d'aller au centre de jeu, ce qui l'a surprise, car je n'avais jamais refusé une telle demande auparavant. J'entendais James se plaindre de manquer la sortie. Peu après 9 heures, Michel est arrivé chez moi, ce qui m'a surpris, mais je l'ai laissé entrer. Pour la première fois, je lui ai préparé un café. Nous avions une téléconférence prévue avec Lorraine à 9h30. Gary, dit Lorraine, c'est ta dernière chance de te désister. Je ne te dis pas que tu devrais, mais si tu as eu des doutes ce week-end, c'est maintenant qu'il faut les exprimer. Non, répondis-je, aucun doute. Alors je te verrai de l'autre côté, dit Lorraine. C'était officiellement lancé. Je surveillais mes emails, attendant la confirmation des avis de notification. À précisément 10 heures, le premier est arrivé, suivi du deuxième 3 minutes plus tard, et du troisième 5 minutes après. Puis mon téléphone a sonné. Je m'attendais à ce que ce soit Vanessa, mais c'était ma mère. Gary, comment ça t'est-elle? Salut, maman. Gary, qu'est-ce qui se passe? Demanda ma mère. As-tu lu le dossier que je t'ai envoyé? Lui répondis-je. Oui, mais... Alors tu sais ce que je sais, dis-je. Vanessa me trompe, probablement depuis le début de notre mariage, avec son patron. Les enfants ne sont pas les miens. Je demande le divorce. Gary, est-ce que tu ne peux pas? Non, maman. Je dois y aller, d'autres appels arrivent. Je mis fin à l'appel, et immédiatement, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Vanessa. Gary, dit-elle, mais je restais silencieux, attendant qu'elle continue.
Nous devons parler, dit-elle finalement, mais je ne répondis toujours pas. Je rentre à la maison, dit-elle avant de raccrocher. Vanessa est en route, informai-je Michel. Je vais te laisser, dit Michel. J'avais envie de lui demander de rester, mais je ne savais pas comment. Je me contentais de la regarder. Appelle-moi quand tu auras tout compris, dit-elle avant de partir. Vanessa arriva environ 20 minutes plus tard. J'entendis sa voiture se garer dans l'allée, mais elle ne prit même pas la peine de se garer dans le garage. Je n'avais aucune idée de la manière dont elle réagirait en entrant. Serait-elle confrontante ou essaierait-elle de se faufiler discrètement? Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers mon bureau et s'assit en face de moi. Gary, commença-t-elle. Ça ne m'intéresse pas, la coupai-je. Je ne suis pas intéressé, répétai-je. Tu ne veux même pas. Non, dis-je. Je ne veux rien entendre venant de toi. Tu m'as menti pendant 9 ans. Aucun des enfants n'est à moi, et pourtant, tu m'as convaincu de subir une vasectomie pendant que tu prenais encore la pilule, juste pour pouvoir continuer ton aventure avec Papa Bill astérisque. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Donc non, Vanessa, continuai-je, je ne veux pas savoir ce que tu as à dire. Les coordonnées de mon avocate sont dans le dossier que tu as reçu lorsque tu as été notifié. Si tu as quelque chose d'important à discuter, parle-lui. Et les enfants? Demanda-t-elle. Quels enfants? Répondis-je. Je n'ai pas d'enfants. Et si c'était à toi de décider, je n'en aurais jamais. Je pourrais te demander pourquoi tu m'as fait ça, mais je ne veux vraiment pas entendre un autre mensonge. Je n'ai aucun intérêt pour tes excuses ou justifications. Je veux simplement que ce cauchemar se termine pour pouvoir ramasser les morceaux de ma vie et passer à autre chose. J'appelai la nourrice dans la pièce. Je savais qu'elle pouvait m'entendre depuis l'autre pièce. Tu es renvoyé, dis-je. Prends tes affaires et pars immédiatement. Quoi? Demanda-t-elle, incrédule. Pourquoi? Parce que tu la couvrais, dis-je en désignant Vanessa. Tu savais qu'elle couchait avec son patron. Je ne sais pas si tu savais que les enfants étaient les siens et non les miens, mais tu savais certainement ce qui se passait. J'ai des preuves vidéo de toi en train de parler à Bill des enfants. Sors d'ici. Gary. Intervint Vanessa. Tu ne peux pas la renvoyer, c'est moi qui la paie. La nourrice lança un regard reconnaissant à Vanessa. Eh bien, dis-je, j'ai déjà informé l'agence que tu étais impliqué dans une affaire, et que je ne prendrai pas de mesures légales si elle te retirait de leur registre. Donc, si Vanessa veut te garder personnellement, non seulement elle devra te payer, mais elle devra aussi gérer tes impôts, tes vacances, ta pension, tes congés maladie et ton assurance. Le visage de la nourrice pâlit. Non seulement elle perdait son emploi, mais être radiée des livres de l'agence rendrait presque impossible de retrouver un autre poste. Les agences partagent des informations désormais. Sors, ordonnai-je, et elle partit précipitamment. Était-ce vraiment nécessaire? Demanda Vanessa. Elle ne méritait pas? Tu parles encore, la coupai-je. Je t'ai dit que je ne voulais pas entendre quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que tu fasses tes valises, prennes tes enfants et quittes ma maison. C'est ma maison aussi, protesta-t-elle. Pas d'après les papiers, répondis-je. Elle est uniquement à mon nom, jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Sors d'ici. Elle sursauta à mon cri. James entra dans la pièce. Maman, dit-il, Sonia est tombée. Vanessa, choquée et en larmes, se leva pour aller s'occuper de sa fille. Je refermai la porte de mon bureau et restai à l'intérieur pendant qu'elle rassemblait ses affaires. Quelques minutes plus tard, elle revint avec Sonia dans les bras. Tu vas leur dire au revoir? Ne dis même pas ça, la coupai-je. Elle n'est pas ma fille, et James n'est pas mon fils. Emmène-les chez Papa Bill et laisse-le s'occuper de ses propres enfants. Ils n'ont rien à voir avec moi. Gary, Sors. J'entendis la porte d'entrée claquer et la voiture de Vanessa partir. Dès qu'elle fut partie, j'expirai profondément et m'effondrai. Je fus surpris lorsque Michel entra et m'entoura de ses bras pendant que je pleurais. Elle me réconforta alors que je luttais pour retrouver mes esprits. Perdre mon mariage, mes enfants et la vie que je connaissais étaient accablants. Michel prit les choses en main, m'encourageant à agir rapidement. Nous emballâmes mes vêtements et mes documents importants, puis nous nous rendîmes au bureau où j'étais accueilli par une ordonnance d'occupation d'urgence et une ordonnance restrictive.
Je n'avais plus le droit d'entrer dans ma propre maison et ne pouvais récupérer mes affaires qu'en présence de l'avocate de Vanessa. Déconcerté et vaincu, j'emménageai dans la chambre d'amis de Michel. Mes vêtements se retrouvaient désormais dans son armoire, et mes documents étaient au bureau. Durant la semaine suivante, ma routine consistait à travailler et à rester chez Michel, qui gardait une distance professionnelle malgré le câlin de soutien qu'elle m'avait offert ce lundi. Nous avions une réunion avec les avocats de l'entreprise de Vanessa et Bill pour réclamer une somme substantielle bien au-delà de leur couverture d'assurance d'1 million de dollars. Leurs avocats restaient strictement professionnels, tandis que Lorraine, mon avocate, arborait un sourire satisfait. « Qu'est-ce qu'il faudra pour régler cette affaire ?» demanda l'un des avocats de leur côté. Lorraine répondit, le licenciement immédiat et définitif de la personne senior impliquée, avec perte de sa pension. De plus, ils devront maintenir Vanessa sur la liste de paie pendant au moins 3 ans et nous verser 1,5 million de dollars. Je ne prêtais pas beaucoup attention aux négociations, mais au final, ils acceptèrent tout, bien que je ne reçoive que 750 000 dollars. Cette somme permettrait au moins de couvrir une grande partie de ma dette envers le fonds de pension de l'entreprise. Lorraine clarifia que tous les paiements seraient effectués après la finalisation du divorce, ce qu'ils acceptèrent. Lorraine nous accompagna à la réunion suivante avec les avocats de Bill Wright. Quand je quittais leur bureau, j'étais plus riche d'1 demi-million de dollars. Cette somme me permettrait de rembourser intégralement le prêt du fonds de pension et de me laisser un montant confortable, bien que cela ne soit finalisé qu'après le divorce. Ma dernière réunion de la journée se déroula avec les avocats de Vanessa. Vanessa était présente, mais elle évitait de croiser mon regard. Michel et Lorraine étaient à mes côtés. Les divulgations financières de votre client dans la demande de divorce sont absurdes, commença l'avocat de Vanessa. Il est actionnaire majoritaire et PDG d'une entreprise évaluée à environ 20 millions de dollars, sans compter les actifs dans la maison, les économies et le 401K. Je propose. Laissez-moi vous interrompre, dit Lorraine en sortant une pile de documents de sa mallette. Les finances de l'entreprise. Les finances de l'entreprise sont hors de propos dans ce divorce, comme stipulé dans l'accord prénuptial signé par toutes les parties, déclara Lorraine. Mon client a récemment fait un investissement substantiel dans l'entreprise, utilisant la majeure partie de ses économies, l'intégralité de son 401K et contractant un prêt hypothécaire sur la maison. Il a également emprunté au fonds de pension de l'entreprise. L'un des partenaires voulait vendre ses parts, et il était crucial d'empêcher ces parts de tomber entre les mains d'un concurrent qui tente d'acquérir l'entreprise depuis des années. Étant donné que le prêt sur le fonds de pension a réduit son salaire, il gagne maintenant moins que votre cliente. Je demanderai donc un arrangement pour une pension afin de le soutenir pendant qu'il s'ajuste. Et les enfants ? demanda l'avocat de Vanessa. Il y a des preuves ADN prouvant que ces enfants ne sont pas les siens, répondit Lorraine. Vanessa a falsifié les documents de naissance pour faire passer mon client pour le père, avec une intention frauduleuse. De plus, nous explorons des réclamations pour dommages en raison d'une grave tromperie, puisqu'elle l'a convaincu de subir une stérilisation chirurgicale sous de fausses prétentions, croyant qu'il était le père. En alternative, poursuivit Lorraine, votre cliente peut signer la demande de divorce telle qu'elle est, emballer ses affaires et quitter le domicile conjugal. Elle recevra la moitié du compte conjoint, qui contient actuellement 944 315 dollars. L'avocat de Vanessa examina les documents, l'accord prénuptial, puis jeta un coup d'œil à Vanessa pour la première fois. Elle me regarda. Gary, s'il te plaît. Commença-t-elle. 9 ans, m'interrompis-je. 9 foutues années à me mentir tous les jours. Il n'y a rien que tu puisses dire que je veuille entendre. Vanessa regarda son avocat, hocha la tête, puis signa les documents. Je n'étais pas présent lorsqu'elle a déménagé. À la place, je reçus un email de ses avocats m'informant que l'ordonnance restrictive avait été levée et que la maison m'appartenait officiellement. Je pouvais y retourner quand je le souhaitais. J'y réfléchis, mais décidai de ne pas le faire. Je mis la maison en vente. Elle ne couvrait pas entièrement ce que je devais à la banque, mais je compensais la différence et réglais avec eux. 2 mois plus tard, je vivais toujours dans la chambre d'amis de Michel. Après le divorce, Vanessa emménagea chez ses parents. Malgré toutes les preuves que j'avais fournies, ils prirent son parti et refusèrent de me parler. Leur compagnie ne me manquait pas. Pour une raison inconnue, Stéphanie n'avait pas divorcé de Bill, comme elle l'avait dit. Je n'avais aucun intérêt à savoir pourquoi et ne voulais pas m'en mêler. Bill avait perdu son travail et sa pension, ce qui les obligea à vendre leur maison dans la communauté fermée et à déménager dans un appartement plus petit.
Malgré la perte de ses revenus précédents, Bill trouva un emploi décent grâce à ses compétences et réussit à s'en sortir. Je n'avais pas vu Vanessa depuis le bureau de l'avocat et n'en ressentais aucun désir. J'étais à mon bureau lorsque Michelle frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Bill Wright est mort, dit-elle sèchement. Quoi? Répondis-je, choqué. Comment? Stéphanie l'a trouvé avec Vanessa, encore une fois. Elle expliqua qu'elle l'avait abattu. Je me laissai tomber dans mon fauteuil, incapable de réprimer un large sourire qui s'étira sur mon visage. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur type, dis-je après un moment. Michel rit. Suis-je horrible de me sentir heureux à ce sujet? Lui demandai-je. Pas du tout, répondit Michel. Ce salaud a eu ce qu'il méritait. Oh, et ceci vient juste d'être livré, dit-elle en posant une enveloppe officielle sur mon bureau. Je la regardai avec méfiance, sachant probablement ce qu'elle contenait. Je la pris et la déchirai. C'est fini, déclarai-je. Je suis enfin un homme libre. Enfin, acquiesça Michel. Puis elle fit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, elle m'embrassa. Ce n'était pas un simple bisou ou une petite marque d'affection, c'était un baiser passionné, avec tout ce qu'il impliquait. Lorsqu'elle se retira enfin, je m'affalai dans mon fauteuil, essoufflé et stupéfait, me sentant aussi rigide qu'une statue. Michel gloussa en voyant ma réaction évidente. Pendant 9 ans, dit-elle, je me suis occupé de toi. Tu es l'homme le plus incroyable que j'ai jamais rencontré. Jamais tu ne m'as regardé de manière déplacée ou tenté quoi que ce soit, et je t'ai admiré pour cela. J'ai attendu 9 ans pour toi. Maintenant que tu es libre, je sais que tu m'as toujours respecté, et c'est une forme d'amour aussi. Nous faisons une excellente équipe. Je te connais aussi bien que n'importe quelle épouse connaît son mari, et si tu y réfléchis, tu me connais de la même manière. Donne-moi une chance de te montrer que toutes les femmes ne sont pas trompeuses et indignes de confiance, s'il te plaît. J'étais surpris. Je repensais à tout le temps passé avec elle avant de découvrir l'infidélité. Je me souvenais de la manière dont je l'avais défendue avec ferveur, jusqu'à expulser mon associé d'affaires. À ce moment-là, je réalisais que j'avais de réels sentiments pour Michel, et que c'était toujours le cas. Il semblait inévitable de développer une connexion émotionnelle en travaillant si étroitement avec quelqu'un pendant si longtemps. Tant que j'étais marié à Vanessa, je n'avais jamais eu à affronter ni évaluer ses sentiments, mais maintenant, il devenait clair qu'il fallait le faire. Dis quelque chose, dit-elle, son visage trahissant une légère inquiétude. C'était la première fois que je la voyais incertaine. Combien? Demandai-je. Elle sembla perplexe. Combien quoi? Demanda-t-elle. D'enfants, clarifiai-je. Combien d'enfants devrions-nous avoir? Finalement, après tant de souffrance et de trahison, Gary se retrouvait face à une nouvelle opportunité, un nouveau départ avec Michel. Leur complicité, construite au fil des années, avait évolué en quelque chose de plus profond, plus sincère. Ensemble, ils pouvaient désormais envisager un avenir sans mensonge, basé sur le respect et l'amour véritable. Leur avenir s'annonçait prometteur, et la perspective de bâtir une famille, entourée de confiance et de loyauté, remplissait Gary d'une sérénité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il comprenait maintenant que même après avoir tout perdu, la vie pouvait offrir une seconde chance. Et vous, pensez-vous que Gary et Michel peuvent réussir à construire une famille heureuse après tout ce qu'ils ont traversé? Croyez-vous en la possibilité de trouver l'amour après une telle trahison? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes. Que feriez-vous à la place de Gary? Auriez-vous agi de la même manière avec Vanessa et les enfants? Répondez-nous en dessous, nous sommes impatients de lire vos avis.